Mickaël. Quelle place a la philosophie dans le parcours d'un élève 5 ans après avoir promis de renforcer la philo au lycée? Quid de cette promesse faite par Jean-Michel Blanquer? On en débat tout de suite dans notre question du jour. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Marie Perret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de, alors on dit l'APEP, l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public, et également Pascal Vivier qui est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Ravi de vous accueillir aussi par Skype. Vous êtes secrétaire général du SNETA, on le dit comme ça, le syndicat des professeurs de lycée professionnels. Voilà. C'est ça. Merci à vous, Marie Perret. Vous signez une tribune absolument formidable, très intéressante dans Le Monde cette semaine, dans laquelle vous faites un état des lieux. Un état des lieux, on peut dire clairement alarmant, de l'enseignement de la philosophie au lycée. Vous faites un constat après 5 ans de mandat de Jean-Michel Blanquer. Alors, on va en parler évidemment de cette tribune-là, puisque c'est le point de départ évidemment de notre question du jour, on l'appelle comme ça, sur le Grand JT de l'éducation. Mais j'aimerais juste avant, pour pouvoir bien replacer le contexte pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, et pour Mickaël Dorian aussi, en quoi consiste l'acte de philosopher? Vous me posez une question difficile. Surtout qu'il faut répondre en 3 mots. En 3 mots, donc c'est encore plus difficile, c'est impossible. En général, mais surtout au lycée. Oui, en au quoi lycée, est-ce important? ça n'est pas la même chose. Ce que nous faisons par exemple avec les élèves en terminale, donc ce sont des esprits déjà structurés, qui ont des convictions, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on peut faire par exemple en primaire, lors des débats à visée philosophique. L'acte de philosophie, je crois, consiste à amener les élèves à construire une position critique, c'est-à-dire à interroger leur représentation spontanée. Et c'est le travail que nous faisons avec eux en cours de philosophie, 4 heures par semaine. Autrement dit, c'est aussi une façon de permettre à chacun de trouver sa place aussi dans le groupe et donc dans la société. Oui, de réfléchir ses représentations, de se poser à lui-même des questions qu'il n'aurait pas songé à se poser, alors que ce sont des questions qui intéressent tout être humain. Voilà, la philosophie leur offre cette parenthèse dans leur scolarité, avant leurs études supérieures, où ils vont pouvoir faire ce travail justement d'interrogation, interroger leurs représentations, leurs croyances. Un travail essentiel évidemment, et on va en discuter, Pascal Vivier, bien sûr, dans les lycées professionnels comme dans les lycées d'enseignement général. Cette tribune, donc Marie Perret, vous l'avez signée pour Le Monde. Jean-Michel Blanquer avait promis de renforcer l'enseignement de la philo. Qu'en est-il aujourd'hui ? Écoutez, 5 ans après, on peut dire que les espoirs qu'avaient suscité les premières déclarations de Jean-Michel Blanquer à propos de la philosophie ont été douchés. Jean-Michel Blanquer avait annoncé qu'il allait sanctuariser l'enseignement de la philosophie, qu'il ferait de la philosophie une épreuve universelle et qu'il allait renforcer l'enseignement de la philosophie au lycée. Quand on dit sanctuariser déjà, est-ce qu'on n'est déjà pas perdu? Est-ce que finalement déjà Jean-Michel Blanquer n'était pas perdu sur ce qu'était la notion de philosophie finalement? Vous avez raison, on aurait dû se méfier. Non mais parce que les mots c'est important quand même. Ah, vous êtes méfié, mais on est quand même arrivé là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de consultation? Alors, il y a eu consultation, mais le ministère n'a absolument pas tenu compte de la parole des professeurs. Voilà, donc c'est aussi un grief que nous avons à l'encontre du ministère, c'est que nous avons dit un certain nombre de choses. On a mis aussi le ministère en garde à propos de la réforme générale du lycée, donc qui a détruit les filières, comme vous le savez, oui, et qui les a remplacées par un système de spécialité qui est une jungle pour les élèves, qui est très peu lisible. Et nous n'avons jamais été entendus, notamment sur ce point. Est-ce que c'est votre cas aussi, Pascal Vivier? Vous n'avez jamais eu de dialogue à ce sujet? Alors si, au contraire, et je ne vais pas avoir du tout la même position que Marie Perret, d'une part parce que elle est installée en lycée général et technologique, là où on y enseigne toujours en terminale de la philosophie, et elle l'a clairement dit et dans sa tribune et à l'instant, il y a eu une explosion du lycée général et technologique. Nous avons, bénéficié d'une réforme de l'enseignement professionnel où, au contraire, on se bat depuis 20 ans pour avoir un enseignement de philosophie, et on a obtenu, après de longues discussions, la possibilité de continuer des expérimentations qui avaient lieu déjà dans la moitié des académies et plutôt avec succès. Donc je ne vais pas avoir la même position et je respecte tout à fait son point de vue. Je sais qu'il y a un vrai problème horaire, un problème disciplinaire. Je vous dis, j'ai clairement lu sa tribune, mais
pour ce qui concerne les lycées professionnels, on aborde la philosophie d'une Mais autre alors, manière. C'est quelque chose pourquoi qui est c'était plus nouveau. Pascal Viguier, pardon de vous couper, mais pourquoi c'était important de l'avoir en lycée professionnel et pourquoi tout d'un coup on peut imaginer donc une espèce de vase communicant finalement en filière générale on baisse le nombre d'heures et tout d'un coup en lycée professionnel tout d'un coup on s'y intéresse. C'est quand même curieux comme démarche, non? Alors, je ne sais pas s'il y a des vases communicants. Je sais une chose, c'est que ça fait 21 ans qu'on se bat pour que les élèves cèdent à s'interroger, se poser des questions. On dit souvent qu'en philosophie, se poser les questions, c'est plus important que de trouver forcément les réponses, de s'appuyer sur les textes des anciens, essayer de s'interroger. Et pour nous, il était important, c'était une demande à la fois des jeunes, donc des élèves, mais également des enseignants, de montrer que nos élèves étaient en capacité de débattre, d'argumenter, en faisant de la vraie philosophie. On n'est pas dans de la philosophie light, on est dans une autre forme de philosophie que ce qui a toujours été, que vous avez connu, que j'ai connu en lycée général ou technologique. Donc pour nous, c'est important de donner à la fois de la crédibilité aux jeunes en leur disant que vous êtes capables d'argumenter, de vous interroger, de prendre de la distance par rapport à vous-même, et vous êtes capable aussi de faire de la philosophie. Donc, je vous dis, entre les vases communicants, on s'est pas dit, je pense qu'au ministère, ils n'ont pas fait moins de philosophie en Bien sûr. taux horaire au lycée général et technologique pour en faire un peu plus au Évidemment, lycée évidemment. professionnel. C'était juste une image pour montrer qu'il y avait quand même une dissociation. Mais ce qui est très important dans ce que vous dites quand même, c'est que on s'est posé la question de savoir si, oui ou non, au lycée professionnel, on devait enseigner la philosophie. Alors que, comme vous le dites, effectivement, tous les enfants, tous les hommes et femmes sont capables, évidemment, de cela et est intéressés par cela. Alors, on le rappelle, donc, cette tribune signée parce qu'en fait, 4 heures d'enseignement hebdomadaire de philosophie dans les enseignements communs, dans la voie générale, 2 heures en voie technologique, hein, c'est bien ça. Et donc, aucune amélioration, aucun changement, alors qu'il avait été promis Alors, par le non ministre. seulement pas d'amélioration, mais une dégradation. Pour 2 raisons essentielles. D'abord parce que nous avons perdu la filière littéraire, qui permettait à des élèves de suivre un enseignement très approfondi de la philosophie. La philosophie dans cette filière existait à raison de 8 heures hebdomadaires et permettait aussi de raccrocher souvent à la scolarité des élèves un peu atypiques qui étaient en train de décrocher, justement parce qu'on avait ce lien avec le professeur de philosophie et cet enseignement extrêmement approfondi et très bienveillant. Donc ça, c'est une perte. Et puis, nous n'avons pas obtenu ce que nous demandons depuis des années, à savoir un dédoublement des horaires dans la voie technologique. Les élèves ont besoin de philosophie. C'est comme d'ailleurs en lycée professionnel. Bien sûr. Mais on a besoin de conditions spécifiques. On a besoin de plus de temps et surtout, on a besoin d'effectifs réduits pour pouvoir accueillir la parole des élèves, leurs questions et pour que cet enseignement leur soit vraiment profitable. Mais je voudrais dire un mot à propos de ce qu'a dit mon collègue. Je trouve qu'il y a quand même de la part du ministère une certaine hypocrisie à propos de l'enseignement de la philosophie en lycée professionnel. Parce que... Alors, je fais partie d'une association qui demande depuis des années qu'on crée un CAPES de philosophie lettres ou de philosophie histoire-géographie. Bon, ça ne s'appelle pas un CAPES, ça s'appelle un CAPLP, pour que l'enseignement de la philosophie soit institutionnalisé en lycée professionnel. Pour l'instant, il y a des expérimentations qui sont bien évidemment précieuses et tout à fait intéressantes, mais l'enseignement de la philosophie n'a pas été institutionnalisé. Nos collègues interviennent de façon ponctuelle dans le cadre d'ateliers, mais la philosophie ne figure pas parmi les enseignements qui sont proposés en lycée professionnel. Je pense qu'il faut le dire quand même. Pascal Viguier, une réaction par rapport à cela ? C'est un vieux débat qui existe depuis 20 ans et je suis assez d'accord avec ma collègue, mais c'est un débat où nous avions la présidente du Haut Conseil au programme qui elle-même, inspectrice générale et doyenne de philosophie, refusait que les lycéens professionnels puissent accéder à la philosophie parce que la finalité aurait été soit l'insertion directement à l'emploi, soit l'insertion dans l'enseignement supérieur. Et vous avez d'autres
qui pensent que en lycée professionnel, on n'est pas capable de faire de la vraie philosophie. Ça se transforme soit en atelier, soit en café philo, mais qu'il est difficile et que finalement, c'est un investissement. C'est un débat qui existe depuis 20 ans. Les expérimentations qui ont eu lieu dans les académies de Reims, Orléans-Tours, Montpellier, Toulouse, sous couvert d'inspecteurs pédagogiques régionaux en philosophie, sous couvert, la plupart du temps, de professeurs agrégés de philosophie. J'adhère totalement à la demande d'obtenir une bivalence. Là aussi, on parle d'une spécificité de l'enseignement professionnel, c'est qu'en lycée professionnel, nous sommes tous les professeurs d'enseignement généraux bivalents. Par exemple, je suis prof de lettres et histoire-géographie, et c'est vrai qu'on demande à un moment donné à institutionnaliser la philosophie. Le gros souci, à chaque fois qu'on a ces discussions, donc déjà, on a des discussions qui sont idéologiques, quasiment politiques, à savoir qui est capable de philosopher ou pas. Et puis, on se retrouve à la fin à des questions corporatistes. Est-ce qu'il faut uniquement des vrais professeurs de philosophie avec un CAPES, une agrégation, ou est-ce qu'on peut obtenir, comme l'a demandé ma collègue, et je vous le dis, je le répète, j'y adhère, un CA-PLP, c'est-à-dire un concours de professeurs de lycée professionnel qui intègre la philosophie. Bon, ce sont des débats de 20 ans, je pense. Moi, avec l'expérience, je crois de plus en plus aux expériences et aux petits cailloux plutôt qu'aux grandes révolutions. Et effectivement, c'en est une maintenant. Je vous entends. Oui, oui. Mais pour reparler de ce qu'est la philosophie, vous l'avez énoncé en tout début, moi je vais le dire de manière très simple, avec mes mots à moi, mais effectivement, vous aidez à pouvoir, c'est-à-dire que apprendre à penser en pensant comme apprendre à marcher en marchant, hein, si on peut dire ça. C'est vrai que la capacité donc d'un coup de réflexion qui s'opère parce que vous essayez de réfléchir effectivement à de grands concepts, est-ce que je me trompe ou pas, mais si j'essayais d'expliquer à des enfants ou à des camarades, ce serait ça en fait. Cela paraît tellement essentiel aujourd'hui à l'école, parce que l'école, qu'est-ce qu'elle fait? L'école enseigne effectivement des choses de savoir, comme les mathématiques, mais elle enseigne aussi la capacité justement de réflexion, d'adaptation à la société. Donc comment est-ce possible, et pardon, non pas que je veuille être dans votre camp, c'est pas ça, je ne politise rien, mais j'aimerais comprendre comment la philosophie n'est pas considérée aujourd'hui à l'école de manière totalement globale. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par global. Bon, je pense que l'enseignement de la philosophie suppose... À part entière, si je puis dire. À part entière, oui. Oui, pardon. En tout cas, cet enseignement suppose, comme tout enseignement, du reste, des conditions matérielles. Là, ce qui s'est dégradé, ce sont justement ces conditions matérielles. Il faut voir que la réforme du lycée a fragmenté les services et a considérablement alourdi les effectifs des groupes. Ce qui est le cas pour tous les professeurs de toutes les matières. Hein. Absolument. On le voit effectivement en maths, en français, en histoire géo. Et tous nos collègues s'en plaignent. Tout à fait. Donc, si vous voulez, quand on enseigne devant 36 élèves, il est très difficile d'accueillir leurs paroles, de construire le cours avec eux. Voilà, c'est ça qui manque aujourd'hui. Et ce qui manque aussi, je crois, si vous voulez, notre enseignement a été aussi fragilisé par le fait que l'épreuve de philosophie en terminale se trouve complètement isolée à la fin de l'année. Hein, c'est la dernière épreuve avec une épreuve un peu mal définie, le grand oral, qui subsiste de l'ancien baccalauréat. Et quand les élèves la passent, 92% de leurs notes, des notes qui comptent dans leur baccalauréat, sont déjà jouées. Donc on se retrouve comme ça, un peu isolé, avec un coefficient dérisoire. Donc l'épreuve est un peu vidée de son sens, si vous voulez. Hein. D'autant que la filière L, donc littéraire, hein, pour les anciens, donc ABCD, puis après ça a été LESS. On est loin. Bah oui, mais enfin, moi c'était pas si loin. Hein. Moi je suis passée à quelques années de la ABCD, et puis donc moi j'ai fait une filière ES, en l'occurrence, mais on s'en fiche complètement. La question c'est juste qu'on arrive maintenant donc à cette absence de filière, puisque bon, on balaye les filières pour recréer des filières, bon d'accord, et donc des spécialités à choisir. Il y a désormais une spécialité qui s'appelle humanité, littérature et philosophie. Est-ce que justement elle compense? Est-ce qu'on peut enseigner humanité, littérature et philosophie? Effectivement, on pourrait imaginer que ça aille de pair, mais pourquoi pas aussi associer philosophie et maths dans ces cas-là, qui en fait vont très bien ensemble. Absolument. D'ailleurs, c'est une proposition à laquelle on avait songé. Bon, ça ne s'est pas fait. On pensait aussi à l'association entre l'enseignement de la philosophie et le droit.
puisque le droit a été introduit il y a quelques années au lycée avec l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc ça aurait eu un sens. Bon, c'est pas ce qui s'est produit. Alors pour répondre à votre question, le problème de cette spécialité HLP, comme on dit, humanité, littérature et philosophie, c'est qu'elle est spécieuse en fait. On l'apprend en première, les élèves la choisissent en première, mais du coup, ils découvrent la philosophie comme spécialité avant même d'avoir été initiés à la philosophie en terminale. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour cela, justement, de manière à pouvoir avoir une vraie continuité logique et progressive? Alors je pense qu'il faudrait, si vous voulez, remettre les choses complètement à plat. C'est pour ça que cette tribune se termine par un appel à la constitution d'états généraux de l'éducation. Je pense que ça déborde l'enseignement de la philosophie. Il faudrait que l'on s'interroge sur les missions de l'école. Je crois que ça n'est plus clair. On demande beaucoup à l'école. Il faudrait aussi qu'on s'interroge sur la nature du métier de professeur. Qu'est-ce que c'est qu'être professeur? Bon, voilà. Donc, je pense qu'il faut absolument remettre les choses à plat et revoir la place de l'enseignement de la philosophie dans un nouveau système qui serait structuré par des filières. Je pense que là, le système de spécialité, avec l'abandon en plus d'une spécialité en terminale, c'est très douloureux pour les élèves, a été délétère. Douloureux, et puis ils sont complètement perdus. Ils sont perdus. Question de Michaël Dorian, et on va revenir à ce que vous venez de me dire par rapport à la suite. J'entends ce que vous dites. Est-ce que vous appelez un rétropédalage, par exemple, comme ça peut être le cas depuis quelques jours pour ce qui est des maths, concernant toujours cette réforme du lycée ? Alors, je ne sais pas, par définition, ce que pourront donner ces états généraux de l'éducation. Je pense qu'il faut que la société civile, que l'ensemble des professeurs et de la communauté éducative s'en saisissent. Voilà. Alors après, il me semble préférable de revenir à un lycée plus structuré. Cette mise en concurrence des spécialités nuit beaucoup, je crois, d'abord au niveau d'exigence et à la qualité des enseignements. Et puis, ça nuit aussi aux élèves. Comme vous l'avez dit, les élèves sont perdus, surtout les élèves qui viennent de milieux socialement défavorisés, qui ont du mal à lire ces spécialités, à savoir lesquelles ils devront choisir. Ils ont 15 ans quand même. À 15 ans... Est-ce que vous aviez une idée claire de ce que vous vouliez faire plus tard? Ce qu'on veut faire, non. Mais en revanche, c'est là où justement l'idée de la philosophie se pose, puisque c'est justement grâce à ce type d'enseignement, de matière et de réflexion qu'on peut justement avancer dans ce que l'on est, j'imagine, et ce que l'on désire pour plus tard, pour pouvoir former son cerveau, son mécanisme de réflexion. Donc par rapport au choix. Oui, c'est pour ça que la philosophie, et c'est heureux, figure encore dans les enseignements de tronc commun. Oui. Et dans la spécialité HLP. Voilà. Et c'est cette articulation, si vous voulez, qui ne fonctionne pas, qui ne va pas, et surtout qui ne compense pas la perte de la filière littéraire. Alors j'aimerais qu'on parle de l'EMC, qui est l'éducation morale et civique, qui est présente aujourd'hui. Pascal Vivier, un petit mot par rapport à cela aussi. Comment ça se passe déjà la philo dans les lycées professionnels pour ceux qui nous regardent? Est-ce que vous pouvez nous dire effectivement de quelle manière elle est enseignée et comment est enseignée aussi l'éducation morale et civique? Alors déjà, tous les lycées professionnels n'ont pas un enseignement de philosophie. Cela dépend du projet d'établissement, cela dépend de l'implication des enseignants, de la volonté des élèves. Donc il y a un grand nombre d'entrées qui font qu'il y a un enseignement de philosophie ou il n'y a pas. Deuxième point, cet enseignement de philosophie, quand il existe par atelier, qui n'est pas de la même forme qu'en lycée général et technologique, c'est de la vraie philosophie, mais faite autrement, n'est pas évalué. C'est aussi une autre condition. Quant à l'EMC, ce sont plutôt des professeurs d'histoire-géographie qui enseignent l'éducation morale et civique, qui enseignent à la fois le droit et la façon de devenir un citoyen. Mais pour revenir sur les propos précédents, c'est vrai que ce pacte républicain ne concerne pas seulement une discipline. J'entends toujours les associations disciplinaires qui apportent une vraie richesse au débat. Mais en même temps, cette question du pacte républicain, elle concerne toute l'école, en particulier le primaire, le collège, le lycée. Ce ne sont pas que des questions disciplinaires. D'ailleurs, on le voit, puisqu'il y a des candidats qui proposent déjà
d'ajouter des heures de mathématiques dans le tronc commun supplémentaire à la réforme existante. Donc on voit bien de toute façon que dans les années à venir, ça va être encore aménagé. Et on va devoir aussi s'interroger ce qu'est devenu le baccalauréat, c'est-à-dire le premier titre universitaire dans notre société depuis 30 ans. Et ce qu'il est devenu, est-ce qu'une réforme est possible dans le lycée général, le lycée technologique, mais également le lycée professionnel qui représente 30% des lycéens? Est-ce qu'une réforme est possible au lycée sans autre réforme dans l'enseignement supérieur? Il va falloir aussi une continuité, parce que si nous, on a des vraies difficultés, et je n'interviens pas sur la réforme qu'il y a pu y avoir au lycée général et technologique, et j'entends la souffrance de mes collègues, toutefois, je vois aussi la souffrance de mes collègues de l'enseignement supérieur qui nous disent de plus en plus à quel point les élèves n'auraient pas forcément les bases, n'auraient pas forcément la structure pour argumentative. Et ce débat, et j'adhère également à une demande sur les états généraux de l'éducation, la place de l'école dans la société, où à chaque fois qu'on a ce débat sur l'école, c'est un débat quasi autocentré. Alors non pas autocentré parce qu'il concernerait que l'école, mais il est difficile de faire entendre à la société entière que l'école construit aussi des citoyens. Et vous parliez d'éducation morale et civique, on parle de philosophie, on pourrait parler aussi de tous les enseignements du primaire et du collège. C'est qu'est-ce qu'il fait aussi être un citoyen et quelle est la place de l'école dans notre société. C'est un vrai débat pour les années à venir. Alors, je fais l'avocat du diable, hein, mais Pascal Vivier, mais quand vous dites c'est un vrai débat, oui, c'est un débat parce que le débat se pose, parce qu'il y a problème. Mais en fait, quand vous le dites très clairement, on vous écoute, ce n'est pas un débat, en fait. L'école, évidemment, dès le départ, doit permettre justement de former des citoyens. Donc, c'est en ça que, comment est-ce possible d'en arriver là, à ce stade-là ? Marie Perret, comment on a pu se dire aujourd'hui, la France se place dans les dernières places en Europe au niveau du niveau en maths. La plupart des élèves ne savent pas forcément très bien lire, ni écrire, ni compter à l'issue du CM2. Aujourd'hui, la plupart des candidats à l'élection présidentielle font des propositions dans ce sens. Tout le monde est alerté, tout le monde est inquiet. Vous parliez tout à l'heure de l'envie des professeurs. Il y a aussi cette question de la formation des profs qui se pose et de leur motivation toujours. Donc comment aujourd'hui on arrive à un constat aussi alarmant sur l'école et toutes les différentes transformations qu'il y a eu et propositions et qui finalement ont échoué? Alors, je pense que ça s'explique en partie par le fait que nous ne savons plus vraiment ce qu'il faut attendre de l'école. Il y a eu pendant des années tout un discours qui, à mon avis, a introduit de la confusion. C'était le discours selon lequel l'école pourrait tout régler. Elle ne peut pas tout régler. Elle a une mission. Cette mission, c'est d'instruire, c'est-à-dire de transmettre des savoirs pour permettre justement la construction d'un esprit critique. Voilà. Donc c'est peut-être parce qu'on en a trop demandé à l'école, paradoxalement, qu'on a perdu le sens de ses missions principales, qui se sont un peu diluées dans des missions qui finalement n'étaient pas les siennes, ne sont pas les siennes. D'où peut-être cette conclusion qu'on en tire aujourd'hui, constatant aussi l'état de l'institution, la baisse des performances du système scolaire dans les classements internationaux, et puis aussi la perte de la vocation des professeurs, enfin des étudiants à l'égard du professorat. On en revient du coup à l'idée que il faudrait que l'école se concentre à nouveau sur cette mission qui est de transmettre des savoirs et des œuvres pour que les élèves puissent se former et construire un jugement autonome. Eh bien, j'espère que votre tribune sera entendue par tous aussi. Et que nous allons avancer. Et je vous propose de nous retrouver d'ici quelques semaines, quelques mois pour faire le point et avancer sur cette idée. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Marie Perret d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la PEP, Association des professeurs de philosophie dans l'enseignement public. Et merci également Pascal Vivier d'avoir été avec nous. C'était fort intéressant de pouvoir discuter. Vous êtes secrétaire général du SNETA, qui est le syndicat des professeurs de lycée
professionnelle. Voilà, et vive la philo, et vive l'équipe de School qui dit voilà, philo, je pense donc je fuis pour l'interrogation. C'est bien la question du moment. Restez avec nous dans un instant, on vous fait découvrir une application pour lutter contre le cyberharcèlement. Son développeur sera avec nous. À tout de suite.